Bon, donc je me présente, je suis chercheur au CNRS, au laboratoire Charles Fabry, dans le groupe Manolia. Et le sujet qui m'a occupé ces dernières années, c'est la mise au point de films minces électro-optiques. Alors mince, cela signifie d'une épaisseur voisine du micromètre. Et électro-optique, cela signifie que l'on peut modifier les propriétés optiques du matériau, en particulier son indice de réfraction, en lui appliquant un champ électrique. Alors c'est dans le cadre de ce travail que j'ai été amené à exploiter les possibilités d'un microscope à force atomique, au-delà de l'image topographique. Et c'est pour ça que je vous ai fait cet exposé aujourd'hui. Alors, je vous parlerai d'abord des limites du microscope optique. Ensuite, je vous présenterai le principe du microscope à force atomique. Et enfin, je vous parlerai de l'exploitation que j'ai faite de cet instrument dans mon travail. Alors, donc, l'image d'un point lumineux par un instrument d'optique n'est pas un point, mais une figure de diffraction. Cette figure de diffraction est déterminée par la forme et la taille de la pupille. Plus cette pupille est petite, plus les surfaces d'onde sont déformées et plus la taille de l'image est grande. Si deux tâches sont voisines, leurs intensités s'ajoutent. Et si les tâches sont trop proches, eh bien, l'œil devient incapable de discerner le fait qu'il y avait deux objets au départ. Et on dit qu'on a atteint la limite de résolution de l'instrument. Alors pour pouvoir augmenter le pouvoir de résolution de l'œil, l'homme a inventé d'abord la loupe, ensuite le microscope optique, et toute l'astuce consiste à remplacer l'objet par une image agrandie de l'objet. Alors dans le microscope optique, on obtient cette image agrandie en utilisant deux lentilles, un objectif, un oculaire. Et c'est ce qui a permis au microscope optique de diminuer la résolution de l'œil par un facteur 500. Mais ça ne suffit pas pour observer des objets comme les virus ou les protéines. Et il a fallu attendre l'invention du microscope électronique pour pouvoir observer ces objets-là. Alors, dans le microscope électronique, le faisceau de photons est remplacé par un faisceau d'électrons dont la longueur d'onde est divisée par 100 000, ce qui explique que la résolution fait un bond, elle atteint l'angstrom. Et le microscope électronique permet de voir deux atomes voisins dans un solide. Alors je vous présente une image que j'ai réalisée sur les objets qui m'intéressent en utilisant un microscope électronique à balayage. Ce que vous voyez là, c'est un film mince de platine qui a été déposé sur un substrat. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'en fait, il a été déchiré par les contraintes qu'exerce le substrat sur ce film. On peut également faire une image de la coupe du film. Et vous voyez là qu'on peut vérifier la qualité cristalline du film grâce au microscope électronique à balayage. Donc j'en viens au microscope à force atomique. Il appartient à la famille des microscopes à sonde locale qui se sont développés dans les années 80, à partir des années 80. Et ils ont la même résolution, une résolution analogue à celle du microscope électronique, mais leur principe est totalement différent. Le principe, c'est de construire l'image point par point en balayant une sonde microscopique locale au-dessus de la surface. Dans le cas du microscope à force atomique, cette sonde locale, c'est une pointe à l'extrémité d'un bras de levier. Et le pouvoir de résolution du microscope à force atomique sera d'autant plus grand que la courbure de la pointe, le rayon de courbure de la pointe sera petit. Alors pourquoi ce nom? Eh bien parce qu'en fait, on utilise pour construire l'image la force qu'exerce les atomes de la surface de l'objet sur les atomes de la pointe. Alors cette force peut être attractive ou répulsive selon la distance à laquelle on positionne la pointe. Alors on détecte le mouvement vertical de la pointe à l'aide, grâce à la réflexion d'un faisceau laser sur le bras de levier. Et en pratique, on va en chaque point déplacer le support du bras de levier de la quantité exacte qui permet de ramener le faisceau laser à sa position initiale. Et à ce moment-là, ce déplacement-là est strictement égal au dénivelé de la surface. Et donc en reportant en chaque point xy ce déplacement qui a été nécessaire, eh bien, on construit l'image. Il existe une seconde façon de procéder qui permet d'éviter le contact entre la pointe et l'objet, qui permet de faire des images d'objets très fragiles, mous, vivants, et c'est ce qu'on appelle le mode acoustique. Il consiste à faire vibrer la pointe au-dessus de la surface, à une fréquence qui est proche de sa fréquence de résonance. Et on détecte l'amplitude de l'oscillation à l'aide toujours du faisceau réfléchi. Lorsque apparaît un dénivelé dans la surface, que la force qu'exerce l'objet sur la pointe change, à ce moment-là, la fréquence de résonance change et l'amplitude de l'oscillation change. C'est détecté, la boucle d'asservissement se met en route, et pour ce point-là, XY, on va déplacer le support de bras de levier de la quantité exacte qui permet de ramener l'amplitude de l'oscillation à sa valeur antérieure.
Voilà, je vous présente deux images que j'ai réalisées avec un AFM sur un film électro-optique de niobate de strontium-barium. Ce qu'on voit, d'abord on voit une assez jolie résolution ici, et puis ici l'épaisseur varie très rapidement sur cette image, et on peut constater que lors de la cristallisation, le film a cristallisé dans des orientations bien précises qui sont imposées par le substrat, et c'est la caractéristique d'une croissance épitaxiale. Alors, je vous ai dit que le microscope électronique et le microscope à force atomique avaient des résolutions analogues. Alors, pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Eh bien, on peut avoir plusieurs critères. Le premier, c'est l'encombrement. Alors, vous voyez que là, évidemment, c'est sans concurrence, même si on tient compte du support. Ensuite, on a les contraintes pour les échantillons. Eh bien, elles sont beaucoup plus fortes dans le cas du microscope électronique. Voilà, ça peut être un critère. Et enfin, le champ d'instrument. Le champ d'investigation qu'autorise un microscope à force atomique est considérablement plus petit que celui qu'autorise un microscope à force. Alors maintenant, j'en viens à l'exploitation que moi j'ai faite de cet instrument au-delà de l'image topographique. Donc, je prépare des matériaux ferroélectriques. Ferroélectrique, cela signifie que lorsque on enlève le champ électrique qui règne autour de ce matériau, il conserve une polarisation rémanente. C'est un peu l'analogue en électricité d'éléments permanents en magnétisme. Donc il garde cette polarisation et donc il va générer dans son voisinage un champ électrique. Alors comment on peut tout à fait utiliser une pointe AFM pour dessiner des zones de polarisation, une carte de polarisation dans un film. Il suffit d'utiliser une pointe conductrice et d'appliquer une tension entre cette pointe et une électrode placée sous l'échantillon. Mais alors ensuite, comment on va regarder ce qu'on a fait, observer l'image de polarisation qu'on a construite? Eh bien, on va utiliser la même pointe et conductrice, et on va la promener au-dessus de la surface. Et elle va nous servir de capteur de champ électrique. Dès qu'elle va rentrer dans une zone où règne le champ électrique créé par la polarisation, elle va réagir à ce champ. Je n'ai pas le temps de détailler le principe, mais elle va réagir à ce champ. Et on va faire comme précédemment, on va utiliser une boucle d'asservissement et on va annuler cette réaction. Et pour annuler cette réaction, on va appliquer une tension continue qui va annuler finalement le champ qui régnait à cet endroit-là et qui provoquait la réaction. Et on va reporter pour chaque point, en x, y, la valeur de cette tension qui a été nécessaire pour annuler la réaction. On sent bien que cette tension va être d'autant plus forte que la polarisation était forte. Et donc on construit une image comme ça de la polarisation, une carte de polarisation. Alors je vous en montre que j'ai réalisé sur les films. Donc en fait vous avez ici, j'ai tracé l'acronyme du laboratoire avec une pointe AFM en inversant la polarisation de la pointe pour obtenir ce contraste inversé. Et ensuite j'ai fait l'image avec le principe que je viens de vous donner, c'est-à-dire en promenant la pointe au-dessus et en allumant sa réaction au champ lorsqu'elle subissait l'action du champ. Alors là, j'ai essayé de faire un échiquier pour voir si les angles pouvaient être bien droits ou pas. Enfin, voilà. Alors quel est l'intérêt de tout ça? Eh bien, il y a un intérêt fondamental, c'est que si on s'interroge sur la relation qui existe entre le signal qu'on a enregistré ici et la polarisation qui existe localement dans le film, eh bien, on peut démontrer que il y a une relation de proportionnalité et que donc on va pouvoir faire des études quantitatives du comportement de la polarisation locale en fonction de différents paramètres, et on aura un comportement quantitatif, une loi qui pourra être étudiée grâce à cette méthode. Et j'ai mené des études de ce type-là. Et il y a un intérêt applicatif, c'est que, évidemment, avec la pointe de l'AFM, on peut donc moduler les propriétés optiques du film localement. Et il y a une application connue qui est le quasi-accord de phase dans les matériaux non linéaires. Ça permet effectivement, en modulant la polarisation, d'obtenir une génération de seconde harmonique interférente. Voilà, j'ai terminé.